Tu l'as lu dans le titre, je vais lire 3 romans qui m'ont été chaudement recommandés par mon libraire. Je viendrai te faire des petites revues, je vais t'en parler, je vais venir te voir pendant que je les lis. Premier livre, Le silence par Yrsa Sigurðardóttir. Désolée pour la prononciation, je suis trop nulle pour ça. Reykjavik, par une froide journée d'hiver, un nouveau-né disparaît de son landau. À sa place, le père retrouve le corps d'un enfant mort. Le bébé disparu est né grâce à une mère porteuse, avec laquelle tout avait pourtant bien commencé. 11 ans se sont écoulés depuis la disparition, lorsqu'un cas isolé de rougeole entraîne la mort d'une jeune fille. Le père de cette dernière part à la recherche du porteur du virus, afin de se venger. Dans un autre quartier de la ville, le corps démembré d'une femme est retrouvé dans une voiture abandonnée, la tête manquante. Donc ouais, ça m'a été recommandé par mon libraire. A priori, c'est un super thriller, c'est un très bon roman policier. A priori, c'est pas le premier tome d'une série. Il s'inclut dans une série de 6 tomes, je crois, où il y a une psychologue pour enfants et un policier qui enquêtent tous les deux. Et a priori, c'est très chouette. A priori, c'est très sympa à lire. J'ai un peu hâte de lire celui-là parce que ça a l'air d'être tout à fait le style de bouquin que je lis quand j'ai pas envie de me prendre la tête, quand j'ai les romans un peu noirs, un peu thriller, un peu dark, tout ça, j'aime bien pour juste décompresser, pour juste avoir un truc à bouquiner. Ça m'a l'air d'être assez sympa. Ensuite, on a Les Radley de Matt Haig. Plus facile à prononcer cette fois. Il m'a été recommandé par mon libraire parce que j'avais envie d'un roman un peu léger aussi, un roman un petit peu ouais, pas trop prise de tête, un peu humoristique, tout ça. Et je pense que ça peut être sympa, vous allez voir, il y a l'air d'avoir quelque chose de... Ouais, ça peut être cool, en vrai, franchement ça peut être cool. Ils n'ont qu'une addiction, le sang, mais depuis plus de 20 ans, ils ont décidé de renoncer à leur péché mignon et de se désintoxiquer. Pas facile d'être un vampire urbain au XXIe siècle. Dans une banlieue british, tout ce qu'il y a de plus respectable, les Radley essaient désespérément de se comporter comme des gens normaux. Mais les vampires de souche peuvent-ils définitivement refouler leurs désirs et leurs instincts? Pas sûr. Donc ouais, ça peut me plaire, je pense que ça peut être très sympa. Moi qui aime bien les monstres dans le milieu contemporain et tout, ça peut être cool. J'avais adoré Dracula, ouais, ça peut être sympa. Ça peut être sympa, pas trop prise de tête, parce que je vais lire un roman qui va sûrement me faire pleurer toutes les larmes de mon corps, tu vas voir. Je pense que je vais venir te voir avec des larmes plein les yeux, avec les joues rouges d'avoir trop pleuré. Je pense que tu vas avoir de mes nouvelles assez rapidement. C'est Son odeur après la pluie par Cédric Sapin-de-Four. C'est une histoire d'amour, de vie et de mort entre un homme et son chien, un bouvier bernois, Hubac, qui, en même temps qu'il grandit, prend une place toujours plus centrale dans les jours du narrateur. Certaines pages, Hubac pue le chien, les suivantes, on oublie qu'il en est un, et l'on observe ces deux êtres s'aimant tout simplement, un amour mystérieux qui, se passe en 2 mots, nous tient en haleine. Une vie intense, inquiète et rieuse, où tout va plus vite et qu'il s'agit de retenir. Et la mort, dont on ne voudrait pas, mais qui donne à l'existence toute sa substance. Reste ce fichu manque, ces griffes que l'on croit entendre sur le plancher et cette odeur malgré la pluie, a jamais disparu. Nul besoin d'être converti pour partager ces 13 années d'une vie commune. Cette histoire est universelle. Il va me plaire, hein. Il va me plaire, c'est sûr. Il va me plaire, je vais te dire qu'il a révolutionné ma vision de la lecture, tout ça. C'est sûr, hein, c'est sûr. Je vais chialer toutes les larmes de mon corps, c'est sûr aussi, c'est sûr et certain. Je te dis, j'ai peur. Hein. J'ai peur, je pense que là... Ouais, je pense que là, ça va être chaud. Hein. Là, je pense que je vais avoir du mal à m'en remettre en plus après. J'ai vachement peur... J'ai vachement peur d'être un peu trauma par ce livre. Bon, on va voir. Bon, du coup, je suis en train de lire Le silence par Yrsa Sigurðardóttir. Toujours pour la prononciation, je suis désolée, je l'ai toujours pas. Pour l'instant, mes premières impressions sont plutôt bonnes. C'est vraiment
c'est vraiment un bon polar. C'est un polar qui se passe en Islande où il y a des histoires d'enfants morts, de bébés disparus, tout ça. Et au milieu de tout, il y a des assassinats et tout ça. Avec un joli nœud. Franchement, je comprends pourquoi il est aussi long, parce que un nœud de cette taille-là ne se défait pas en 50 pages. Du coup, ben voilà, je suis en train de le lire. Je l'aime bien pour l'instant. J'aime bien l'ambiance. J'aime bien les thèmes. Les personnages sont assez sympathiques. Je dis pas que s'il y en a un qui meurt, je serais dévastée, mais non, franchement, j'aime bien les personnages, j'aime bien tout le monde. Je suis désolée pour ma tronche, c'est dimanche, je suis encore en pyjama, c'est n'importe quoi. C'est pas grave. c'est pas grave, je m'en remettrai, vous vous en remettrez aussi. Ouais, voilà. Alors du coup, là je suis en train de lire Son odeur après la pluie par Cédric Sapin de Four. Je le lis en livre audio. C'est un livre qui pour l'instant, je pense, va me marquer très longtemps. Pour l'instant, j'en suis pas arrivée au moment fâcheux qui est assez prévisible, mais qui, je pense, peut beaucoup me traumatiser. Maintenant, je sens quelques longueurs dans le livre, et à la fois, je veux pas qu'il s'arrête. Je veux jamais qu'il s'arrête parce que je veux jamais que Hubac, le chien, meure. Et à la fois, j'aurais quelques trucs à redire, je te dirais, dans l'avis complet à la fin. J'aurais quelques trucs à redire parce qu'il y a quelques trucs qui me gênent. Mais on le verra, c'est parce que y a un background derrière qui fait pas forcément Enfin, il y a un background derrière et donc il y a quelques trucs qui me gênent. Voilà, c'est pas des trucs qui sont énormes, mais c'est des détails, mais qui ont tout de même une grosse importance selon moi, parce que c'est, mine de rien, c'est assez important pour moi d'être totalement en phase avec le roman que je suis en train de lire. J'ai fini les... Comment il s'appelait ? Le bouquin précédent. Celui où ça parle de vampires, tout ça, que tu vas voir, je te dirai aussi ce que j'en ai pensé, mais de façon générale, pour l'instant, mes avis sont vraiment très très bons dans cette vidéo. De façon générale, j'ai vraiment adoré tous les bouquins que j'ai lus pour l'instant, que je suis en train de lire. Mais tout le temps, t'es tout le temps là. De façon générale, j'ai adoré les livres que j'ai lus. J'ai fini il y a 2 jours le dernier livre dont je voulais te parler. Installe-toi donc. Installe-toi. ASMR ronron thérapie. Ça doit être dégueulasse à l'audio, ça doit être dégueulasse. Mais elle est trop mignonne, elle est vraiment trop mignonne. Non, et voilà, elle va venir. Voilà, donc c'est comme ça que je déforme tous mes pulls. Hein. Donc le premier livre dont je voulais te parler, c'est Le Silence de Yrsa Sigurðardóttir. Qui est un livre, une autrice islandaise qui se déroule en Islande à notre époque à peu près. C'est un livre qui, comme tu l'as vu au débrief, au premier débrief, mon avis n'a pas changé. Hein. C'était très divertissant en fait. C'était vraiment très divertissant. C'était très agréable à lire. C'est une plongée dans un univers en fait. C'est dans une enquête. C'est vraiment dans un monde très noir, très glauque. C'est quelque chose que j'aime bien. Hein. Et un livre qui m'a vraiment plu
parce que il y avait des intrigues. Non mais Salem, c'est quoi ça? Donc j'ai été obligée de me changer et de mettre un plaid en polaire à côté comme ça. Voilà, si jamais elle revient. Ce sont des intrigues qui sont relativement entremêlées entre elles. On a 3 intrigues. On a donc la première qui est évoquée, c'est l'affaire d'un bébé, d'une enfant qui a été volé dans son landau. Le père était en train de prendre sa douche et il avait le babyphone à côté de lui dans la salle de bain. Et l'autre bout du babyphone à côté du landau, et à un moment il entend du bruit dans le babyphone, il court à l'extérieur avec encore de la mousse dans les cheveux a priori, et le bébé n'était plus dans son landau. Deuxième mystère, l'histoire d'une enfant de entre 5 et 10 ans qui est atteinte d'une leucémie, baisse des anticorps et donc baisse du système immunitaire et donc capacité plus importante à choper les micro-organismes qui traînent. Et donc cet enfant attrape une rougeole qui va la tuer. On a un père de famille qui est brisé, qui en veut à la terre entière, qui n'est plus capable de réfléchir correctement, donc qui va essayer de retrouver la personne, le patient zéro qui aurait contaminé sa fille et qui, selon lui, il l'estime, aurait tué sa fille. Troisième intrigue, il s'agit d'une femme qui est embêtée, qui appelle la police parce qu'elle est embêtée. Elle a une voiture garée devant chez elle qui est mal garée. Elle aurait pu appeler la fourrière, mais non, elle appelle la police. Donc la police arrive, la voiture est mal garée. Donc il déplace la voiture et le policier qui déplace la voiture constate une odeur qu'il connaît très bien, une odeur de mort, une odeur de cadavre en décomposition. Il ouvre le coffre, il inspecte toute la voiture, puis il ouvre le coffre et c'est là qu'il trouve des sacs poubelles qu'il ouvre, dans lesquels il trouve le cadavre démembré d'une femme dont il manque la tête. Petite ville islandaise où il n'arrive jamais rien. Énorme truc. C'est là que l'enquête commence, c'est le point de départ de notre enquête, c'est la découverte du cadavre par les policiers. Ce qui est assez rare, habituellement c'est un coureur, un jogger, souvent c'est ça, souvent c'est un jogger qui fait son jogging et oh mon dieu, qui trouve un cadavre dans la nature. Et non, là il s'agit des policiers eux-mêmes qui trouvent le cadavre, il leur manque un mobile, il leur manque le nom de la victime, il leur manque une tête, il leur manque tout, et donc ils doivent reconstituer l'histoire, reconstituer les morceaux du puzzle, les morceaux de l'enquête. Et donc dans ce livre, on a vraiment une ambiance de thriller qui m'a énormément plu. C'est vraiment c'est un vrai thriller nord-européen, avec tout ce qu'il a de plus glauque, de plus sombre, de plus noir. Et c'est ça, c'est en partie ça qui m'a plu, c'est à quel point l'ambiance est super sympa. L'ambiance est super sympa, l'enquête est dingue. Il y a ce puzzle qu'on reconstitue, qu'on a vraiment du mal. Au début, on est vraiment perdu, quoi. On est vraiment perdu dans l'histoire. Les intrigues s'emmêlent les unes avec les autres. On est paumé, on comprend pas ce qu'elles ont à faire entre elles. On pense même pas qu'il y a un lien entre toutes les trucs. On voit pas pourquoi il y aurait un lien entre toutes les intrigues. Et au final, habilement, l'autrice réussit à nous faire comprendre le lien qu'il y a entre toutes ces histoires et à quel point c'est tordu en fait, c'est hyper tordu, et c'est très bien ficelé. Il y a aussi le fait que l'ambiance de thriller est composée du fait que les personnages sont tous des archétypes des enquêteurs, quoi. On est vraiment sur un thriller avec les policiers, c'est très très typique, mais c'est à la fois très agréable. On a un policier
reconverti, il n'était pas policier avant. On a une psychologue pour enfants qui vient d'arriver dans la police, qui n'arrive pas à trouver sa place, qui galère à trouver sa place au sein de la police, qui est un milieu d'hommes, qui est un milieu assez fermé, qui est un milieu assez rustre. Et on a la chef de la police qui est enceinte jusqu'aux dents et qui reste quand même jusqu'au dernier jour dans la police, qui reste quand même au travail jusqu'au dernier jour, qui engueule tout le monde dès qu'il y a un cheveu qui dépasse, qui est très carré dans son boulot. Donc l'enquête nous est contée par ces gens-là, des yeux de ces gens-là, par les déductions de ces gens-là, et c'est très agréable. C'est très agréable, bien que ce soit un peu cliché, c'est quand même très sympa. En fait, le roman est très long. Il est très... L'autrice n'hésite pas à laisser des longueurs, des suspensions, On voit les personnages patauger, on les voit galérer à résoudre le puzzle, on les voit ramer à rassembler les pièces les unes après les autres, et puis quand ils les ont toutes, ils n'arrivent pas à voir le début, la fin, tout ça, ils n'arrivent pas à voir les tenants et les aboutissants, et c'est hyper chouette à voir. On galère autant que les personnages à trouver le nœud là-dedans, et c'est hyper cool. Ça, c'est un livre laborieux, c'est pas un thriller facile, même si c'est un thriller, même si c'est un roman policier. On aborde aussi dans le roman des grands thèmes de société. On parle de la GPA, de la gestation pour autrui. Donc. On a le point de vue des parents qui font appel à une mère porteuse pour avoir un enfant, et on a le point de vue de la mère porteuse. Les deux prismes, indépendamment l'un de l'autre. On voit les relations qu'il y a entre les parents et la gestatrice. On parle des vaccins contre la Covid, contre la rougeole, qui n'est pas obligatoire en Islande, donc qui fait débat dans le récit, parce que donc une enfant atteinte de leucémie a eu la rougeole et en est décédée, parce qu'un autre personnage, une autre personne a été atteint de rougeole et s'est pas fait vacciner, donc a pu contaminer une autre personne. Donc il y a cette relation entre les personnes non vaccinées et les personnes qui ont peur des antivax. Et des deux côtés, il y a vraiment, mais vraiment, une neutralité complète. Que ce soit pour la GPA ou que ce soit pour les vaccins, sur le sujet de la GPA ou sur le sujet des vaccins, il n'y a aucun manichéisme. On ne prend pas parti, il n'y a pas de... Ouais, il n'y a pas de manichéisme, il n'y a pas de gentil, il n'y a pas de méchant, il n'y a pas de personne qui a raison, il n'y a pas de personne qui a tort. C'est... on n'est pas pour, on n'est pas contre. L'auteur ne paraît ni pour ni contre aucun des deux sujets, et j'avoue que c'est très frais, j'avoue que c'est très agréable de voir un roman dans lequel on ne prend pas forcément position, on expose simplement des faits et on n'a pas à prendre position pour l'un ou l'autre des parties, et j'avoue que c'est super agréable. Je pars du principe que on peut parler d'un sujet sans pour autant tomber pour ou tomber contre, sans pour autant faire des conclusions. Et j'ai trouvé ça très intéressant, j'ai trouvé ça très agréable, très frais. Ensuite, le deuxième roman qui m'a été conseillé par mon libraire, ça a été Les Radley, par Matt Haig, qui a aussi fait La Bibliothèque de minuit, que je n'ai pas lu. Donc on est vraiment sur un livre qui est beaucoup plus simple, beaucoup plus léger. C'est un genre que je ne connaissais pas. Il s'agit du genre du beat lit, sous-genre de l'urban fantasy. Pouce câlin. Oh.
J'ai vraiment trop de chance d'avoir ce chien. C'est ça, en fait c'est un sous-genre de l'urban fantasy où deux mondes cohabitent. Et donc c'est très léger, c'est très agréable à lire. C'est un livre très simple, très efficace, très drôle et très bien écrit aussi. C'est un bouquin qui se lit très vite, très facilement, hyper divertissant. C'est des personnages hyper attachants, hauts en couleur. Donc en fait il s'agit d'une famille dont les parents essayent depuis 20 ans de se sevrer du sang. Et donc les enfants ont hérité du caractère hématophile des parents. Sans le savoir, les parents leur ont caché ça depuis toujours. Ils en souffrent beaucoup. Le garçon est blafard, il est intéressé que par la littérature et la poésie. C'est une sorte de geek qui se fait harceler à l'école, enfin au lycée, très triste dans sa vie, qui est mal dans sa peau. Et la fille, elle est un peu mieux au niveau de la société, au niveau du lycée. Mais elle, son souci, c'est qu'elle est malade tout le temps, quoi. Elle est vraiment atteinte de migraines pas possibles, de nausées très, très handicapantes. Et les parents savent pourquoi les enfants ont ça et ne veulent rien leur dire parce qu'ils ont peur que ça crée une envie de retourner à cette caractéristique-là, pardon. Et un jour, il se passe quelque chose avec la gamine, avec la fille, qui va faire que qu'elle va découvrir son caractère de vampire et que ça va beaucoup mieux quand elle se nourrit de sang. Et donc, ça va créer une problématique parce que son sang, elle l'a pas trouvé dans une bouteille d'eau. Donc c'est un livre qui est très sympathique à lire. C'est un livre où il y a énormément d'humour. D'abord, c'est écrit avec une ironie très anglaise. J'ai énormément ri pendant ma lecture parce que c'est très ironique, c'est très absurde et on se moque de tout et de tout le monde. On a aussi beaucoup de comiques de situations, des personnages qui se retrouvent au pied du mur, qui font traîner les choses jusqu'au pied du mur et qui se retrouvent coincés, qui se retrouvent à ne pas trop savoir comment résoudre leurs petits problèmes là, parce qu'ils sont vraiment... ils ont tellement laissé traîner. Vous voyez quand on laisse trop traîner quelque chose et on se retrouve au pied du mur et vraiment dans le pétrin. Et ben là c'est ça et c'est décrit de manière vraiment très drôle. Et donc quand ils se retrouvent au pied du mur, on a juste envie de leur dire mais je t'avais dit. Et il y a aussi la réécriture de la culture pop à la sauce vampire qui est très amusante, notamment de la culture rock, de la culture cinématographique. Et il me semble de l'art pictural aussi un petit peu, comme quoi les artistes c'était des vampires. Et il y a aussi le fait que ce sont des personnages qui sont très sympathiques. C'est des personnages normaux, classiques, mais c'est des gens qu'on aimerait bien avoir pour amis, qu'on aimerait bien avoir pour voisins. Et le truc c'est que c'est tout de même des vampires et que donc s'installe une sympathie pour les méchants parce que c'est des gens qui tuent, les vampires, c'est des personnes qui assassinent d'autres personnes pour se délecter de leur sang. Alors je me suis dit aussi que ils avaient comme un air un peu de famille Addams. Et dans ce livre aussi, on voit quelques défis sociétaux. On a les thèmes de la banlieue, avec les cancans, avec les voisins qui discutent entre eux, qui spéculent sur qu'est-ce qui se passe chez les autres quand la porte est fermée. On a aussi le harcèlement sexuel et scolaire qui sont traités avec beaucoup d'intelligence, sont traités de façon assez manichéenne pour le coup. Et enfin, on a le thème de la toxicomanie parce que ces vampires, en fait, c'est juste des junkies, c'est juste des personnes qui sont accros au sang, comme un alcoolique est accro à l'alcool. La description la personne qui prend pour la première fois du sang, bah c'est la même chose que quelqu'un qui boirait un vin pour la première, un très bon vin pour la première fois. Ensuite, j'ai lu Son odeur après la pluie.
par Cédric Sapin de Four. Donc c'est un roman de non-fiction où on est vraiment sur une tranche de vie. On suit un homme, donc Cédric, l'auteur du bouquin, notre narrateur, qui tombe sur un chiot dans un élevage. Et on va suivre toute la vie de ce chien, donc Hubac, qui s'appelle Hubac. Il va nous prendre littéralement par les tripes, qui va nous arracher les tripes et qui va nous laisser comme ça, éventrés, et sans notre reste. On va en plus demander notre reste à la fin du bouquin. On est sur les rotules et on a envie que ça continue et ça peut pas continuer. Et non, c'est bon, tu l'as compris, j'ai vraiment adoré le bouquin. Donc en fait, Hubac, c'est un bouvier bernois. Donc en soi, la race, on s'en fiche. En fait, le but du bouquin, ça va être de nous raconter à quel point une relation si commune, si méprisée, peut être si merveilleuse. L'histoire de la relation entre un chien et son gardien. Et en fait, on voyage avec eux dans les montagnes, dans les forêts, et au long de leurs promenades, leur vie commune. Et on va apprendre à les connaître de la même façon qu'ils apprennent, eux, à se connaître chaque jour et à renforcer cette relation tous les jours le plus possible. Et on va voir à quel point la relation entre un gardien et son chien peut être à ce point forte. Le propos principal du livre, c'est que Hubac et tous les autres chiens ne sont pas juste des chiens. Hubac, il a son propre caractère, il a ses propres mimiques, ses habitudes, il a les gens qu'il aime, les gens qu'il n'aime pas trop, les gens qu'il aime moins. Il sent les gens aussi, il sent, a priori, quand Hubac ne sentait pas une personne, et au final, le personnage, Cédric, se rendait compte que la personne n'était pas digne de confiance. Il ne donne pas d'intérêt majeur aux personnes qui n'aiment pas les chiens, parce qu'il considère que ce sont des personnes qui n'ont pas compris quelque chose. Il est unique, c'est un personnage unique, c'est quasiment une personne en fait. Il se fait comprendre par des jappements, par des regards, il communique avec son gardien. On comprend que leur relation est unique parce que Cédric est unique, comme tous les humains, et parce que Hubac est unique aussi. Et comme tous les autres chiens, il est unique. Il a son odeur, il a ses habitudes, il a sa vie, et s'il n'est pas humain, il a la qualité d'être lui-même et d'être aimé par son gardien. Et il est aimé d'un amour véritable, d'un amour qu'un maître a pour son chien. Et comparer la relation que Hubac a avec Cédric à celle qu'il pourrait avoir avec une peluche qui marche, n'a aucun sens, parce que lorsqu'on adopte un animal, il devient une partie de nous, on devient une partie de lui, et il s'installe une communauté de meute. C'est ce qu'il explique, c'est ce que l'auteur explique dans son livre, c'est qu'il s'installe une communauté qui fait que il y a bien sûr une différence entre les êtres, mais la communauté fait que c'est plus important. La communauté devient plus importante que la différence qu'il y a entre les êtres. Ce qui les assemble devient beaucoup plus important que ce qui les sépare. Et on a bien sûr la confrontation dans le livre avec la limite de la relation, c'est la mort d'Hubac. On est confronté depuis le début, on le sait, c'est pas un spoil, on est confronté pendant le livre à la mort d'Hubac, la mort de ce chiot qu'on a vu grandir, qui est vraiment terrassante. Ça a été très compliqué de voir qu'un être aussi innocent, aussi bon, aussi juste, aussi animal, aussi naturel, pouvait avoir une fin.
n'est même pas conscient qu'il peut mourir, on ne sait pas. En fait, on ne sait pas si il est conscient qu'il peut mourir. Et ça fait que c'est encore plus injuste. Le moment où il meurt est encore plus injuste. Il se cache pour mourir, il veut pas que son maître le voie mourir, il veut pas que ses proches le voient mourir. Il meurt tout seul il meurt tout seul, il part tout seul tranquillement, paisiblement. C'est tout ce qu'on peut c'est tout ce qu'on peut lui souhaiter, mais c'est extrêmement triste. La raison pour laquelle lorsqu'un chien meurt, lorsqu'un animal meurt, est si triste, m'échappe complètement. Et j'ai vraiment... ça a été vraiment très compliqué. Ça a été vraiment très compliqué d'accepter que Ubak, comme tous les autres animaux, peut mourir. La confrontation avec le deuil d'un animal est très compliquée. On voit le deuil que Cédric fait pour la mort d'Ubak. C'est tout à fait réaliste. Il n'y a rien de ridicule là-dedans. Vraiment, il n'y a rien de ridicule là-dedans. C'est exactement le même deuil que pour un humain. C'est la même chose. Même avant la mort d'Ubak, c'est une tension qui est hyper palpable. C'est... Dès que l'auteur adopte son chien, il sait qu'un jour, ce chien va vieillir puis mourir. Et c'est quelque chose qui est catastrophique. On ne veut pas entendre cette réalité. Même si on sait que ça va arriver, on ne veut pas entendre cette réalité jusqu'à ce qu'elle arrive. Et au moment où elle arrive, c'est encore pire. Pendant tout le bouquin, on redoute la fin du livre parce qu'on sait ce qui va arriver à la fin, mais on redoute la fin du livre parce qu'on veut pas que ça s'arrête. On veut pas que le livre s'arrête parce qu'on sait qu'à un moment, fatalement, Ubak va mourir. On sait que fatalement, un jour, à la fin du livre, il va mourir et l'auteur va être obligé de faire son deuil. Et nous aussi, on va être obligé de faire notre deuil. Et c'est une perspective qui est... c'est une perspective qui est abominable. À la fois, c'est pas un tire-larme. Le livre est pas vraiment un tire-larme. C'est pas un tire-larme, ce livre. Mais il est quand même... Il y a une notion de catastrophe. On est confronté à la mort d'un animal si innocent, si bon, si... C'est un être parfait, sans défaut, sans vice, sans méchanceté. Un chien n'est jamais méchant. Il défend, mais il n'est jamais méchant. Et le fait qu'on sache que ça va arriver, que la mort va arriver, on profite de chaque moment du livre, de chaque description d'Ubak. On en profite au maximum pour que au moment où on va nous annoncer la mort d'Ubak, au moins on en ait profité, quoi. On y voit toutes les relations avec un autre chien. Ce livre, il parle de toutes les relations qu'on peut vivre avec un chien. Et c'est merveilleux. Le seul défaut que je puisse voir à ce livre, c'est que ça a été écrit par un monsieur qui a des idées un peu arriérées. On n'en est pas au stade de Sylvain Tesson, pas du tout, mais il y a quelques trucs qui peuvent faire tiquer, franchement, qui peuvent faire tiquer dans le livre. Moi, ça m'a dérangée. Moi, ça m'a sorti du livre. Il n'en est pas moins exceptionnel. Je ne regrette pas de l'avoir lu. Ça a été éprouvant comme lecture. Mais c'est une tellement belle lecture, c'est une lecture tellement nécessaire que je ne regrette absolument pas de l'avoir lu. Voilà.
Voilà, ça y est, là on est à 1h30 quasiment de rush. Je sais pas comment j'aurais monté ça, j'espère que ça aura pas été trop long, j'espère que ça t'aura plu quand même. N'hésite pas à me signifier d'ailleurs, ça me ferait vraiment plaisir que tu me dises que ça t'ait plu ou même que tu me dises que ça t'ait pas plu. Vraiment ça me ferait plaisir, vraiment j'aimerais bien savoir ce que t'en penses. Ouais, donc ouais, en laissant soit un like, soit un commentaire, soit en copiant le lien aussi. Tu sais, dans l'onglet partager, tu peux copier le lien et ça m'aide du coup pour le référencement. Si tu penses que mon travail en vaut la peine, n'hésite pas à faire ça, ça peut vraiment jouer. J'espère que cette vidéo t'a plu, j'espère que ça t'a intéressé et j'espère que ça va te donner envie de lire ces bouquins parce que franchement c'est tous les trois des bouquins que je te conseille vivement, tous dans un registre tout à fait différent, dans un mood tout à fait différent, c'est pas à lire n'importe quand, aucun de ces bouquins n'est à lire n'importe quand comme ça parce qu'ils traînent dans un coin, non, ils sont vraiment à considérer les uns et les autres. Et donc voilà, n'hésite pas à me dire ce que t'en as pensé si tu les as lus, n'hésite pas à interagir avec moi, ça me ferait plaisir, ça me ferait plaisir de te connaître. Ciao.